Bon, je propose qu'on commence quand même. Alors donc bonjour, je suis Thierry Ménissier, je suis enseignant-chercheur en philosophie politique et éthique à l'Université Grenoble-Alpes et j'ai la lourde tâche et le grand honneur d'animer cette table ronde. Alors l'animation, elle va consister à apporter le regard des sciences humaines et sociales dans ce débat qui est largement dominé par les spécialistes de l'INRIA. Et elle consiste aussi à modérer les échanges qui, je n'en doute pas, seront extrêmement vifs et engagés. Car c'est fatal, puisque les sujets qui nous rassemblent ce soir sont des sujets qui concernent ce qu'on peut identifier dans la variété des questions qui étaient posées en amorce du débat, comme les enjeux sociétaux, mais aussi humains, éthiques, disons, des technologies numériques dans leur variété. C'est-à-dire, vous voyez, c'est vaste en ce qui concerne les enjeux, mais c'est vaste aussi en ce qui concerne les technologies engagées, quoi. Finalement, quand j'ai accepté d'animer ce débat, je ne m'étais pas rendu compte à quel point on était dans cette variété invraisemblable. Tout était possible comme questionnement. Donc ce que j'ai pour ma part noté, c'est que j'y étais à ma place, non pas seulement en tant qu'enseignant-chercheur dans les domaines que je vous ai dit, mais aussi vice-président recherche, sciences humaines et sociales de l'Université Grenoble-Alpes. C'est le mandat que j'exerce en ce moment. En effet, je pense que les enjeux sociétaux dont il est question doivent être pensés dans ce dialogue entre sciences humaines et sociales, toutes disciplines confondues, bien au-delà de la philosophie éthique et politique que je représente pour ma part, mais aussi bien les juristes, dont il a été question dans le procès précédent, les sociologues, les anthropologues, les géographes, les historiens, les linguistes, je fais un peu de pub pour ma maison, les sciences humaines et sociales à l'Université Grenoble-Alpes, c'est environ 25 disciplines dans une vingtaine d'unités de recherche. Vous voyez, pour environ 800 enseignants-chercheurs et chercheurs. Donc, ce qui représente un tiers des enseignants-chercheurs de l'Université Grenoble-Alpes. Alors, le partenariat avec l'INRIA a un sens dans la mesure où il y a précisément des enjeux sociétaux nombreux. Les questions sur lesquelles on nous a demandé de nous pencher, c'est quels sont les enjeux et impacts du numérique sur la société, donc très vaste. Comment peut-on agir pour réduire l'empreinte énergétique et écologique des nouvelles technologies? Et finalement, rien moins que quelle est la place de l'homme, avec un grand H, de l'humain, dans ce monde numérique? Vous voyez, moi j'ai traduit ça de manière peut-être un peu trop synthétique finalement. Comment faire pour que nous assumions la révolution technologique, la donne technologique tout le temps dynamique et en évolution, tout en étant dans un monde habitable, un monde vivable et finalement plus humain, c'est-à-dire plus juste. Alors, j'ai préparé et fait préparer à mes camarades d'infortune ce soir cette table ronde. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de garçons pour une fille, n'est-ce pas? Mais au moins, c'est elle qui terminera, n'est-ce pas? Ben oui, le meilleur pour la fin. Donc, du coup, messieurs, calmez-vous. Ce que nous avons fait, c'est que j'ai demandé à chacun des intervenants d'avoir entre 5 et 7 minutes initialement pour présenter son point de vue, pour apporter à ce débat ce qu'il a apporté dans ses questionnements, dans son positionnement, dans son expérience, quitte à souligner les points de tension, les difficultés, les choses non résolues, afin que le débat ait vraiment une sincérité, qui est importante, je crois, sur les questions qui sont les nôtres. Voilà. Et cette sincérité, je crois, est nécessaire pour affronter la complexité et qui est immanquable sur ce genre de sujet, quand des technologies nouvelles irriguent la société, quand les usages sont déjà en place et qui développent les technos, alors que les catégories mentales, les représentations héritées d'autres époques font littéralement écran pour comprendre ce que nous faisons. Je crois que telle est bien notre situation. Il y a de nombreux usages du numérique. Le numérique est une réalité déjà très évoluée, très variée, très complexe sur le plan technologique. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour comprendre ce que nous faisons, pour accompagner réellement l'intention des acteurs. Alors, je vais donner la parole déjà à Laurent Lefebvre,
dont je rappelle qu'il est chercheur en informatique INRIA à Lyon, et qui va oser jusqu'à dire, je crois, si j'ai bien compris son propos, qu'il y a des zones d'ombre dans l'usage du numérique et dans la conception du numérique, des systèmes, qui vont jusqu'à des impacts négatifs du numérique, qui seraient d'abord invisibles. Alors la situation est-elle aussi inquiétante? Donc je commence, donc c'est peut-être pas le plus intéressant. Oui, donc je suis Laurent Lefebvre, chercheur à INRIA. Comment je pourrais commencer? Je pourrais dire le numérique c'est fantastique. Le numérique c'est génial, c'est cool, c'est virtuel. Ça rend plein de services. On peut imaginer plein d'usages dessus. On est en train de construire plein d'usages dessus. Mais ouais, il y a une face cachée du numérique qui est le côté un peu obscur du numérique, ce qu'on ne voit pas directement. C'est derrière cette immatérialité, ces services numériques, il y a des vrais équipements, il y a de vrais usages de ressources, d'énergie, d'électricité, de matières premières qui sont vraiment pas propres et qui sont pas fantastiques du tout. Donc le cycle de vie du numérique tel qu'on le connaît, qu'il soit à la fois matériel et logiciel, il n'est pas propre à toutes ces étapes. On a besoin de ressources dans des endroits qui sont souvent en guerre, on a besoin de métaux précieux, on va mettre des plastiques dans notre numérique pour qu'il fonctionne. Donc ça, c'est pas génial. Les gens qui construisent notre numérique, c'est à l'autre bout de la planète, c'est souvent dans des conditions de travail assez difficiles. Notre usage du numérique, il est souvent déraisonné. La période d'usage, elle est vraiment déraisonnée. On est dans le monde du surdimensionnement. On surdimensionne tout au cas où. Donc on a un numérique plus grand, plus rapide, plus résistant, au cas où il y a des usages particuliers, mais au quotidien, ça provoque vraiment une consommation énergétique très folle. Et puis la fin de vie de notre numérique, elle est vraiment pas propre du tout. On ne sait pas quoi en faire quand ça marche plus, mais même quand ça marche encore, souvent on le jette, on le fait disparaître, on ne sait pas trop où il va, et on récupère pas grand-chose de ce numérique-là. Donc moi je suis chercheur INRIA depuis 25 ans et je dirais que pendant mes 15 premières années, j'ai travaillé dans la performance du numérique. J'optimisais, j'allais plus vite, j'allais plus fort dans les différents systèmes, dans ce que j'appelle les data centers, les clouds, les réseaux, c'est ça qui m'intéresse. Et puis il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que ces équipements informatiques, ces équipements numériques, ils consomment de l'électricité, j'ai commencé par là. Et j'avais aucune idée de leur consommation, je ne savais pas. Et j'ai demandé autour de moi, il n'y avait pas grand monde qui savait, quelques équipes aux États-Unis qui commençaient à travailler là-dessus. Et donc je me suis intéressé à l'efficacité énergétique de ce numérique, comment faire les mêmes services, les mêmes usages, mais avec beaucoup moins de consommation de ressources, beaucoup moins de consommation d'électricité. Donc ça, c'est mon approche, c'est comment je suis rentré là-dedans par l'usage du numérique et comment réduire la consommation pendant cette phase d'usage. Et là, je me suis rendu compte, oui, voilà, pas grand monde s'intéressait à ça. C'est un peu moins le cas maintenant, donc je suis content. Il y a plein d'autres chercheurs qui nous rejoignent. Et donc, il y a plein de manières d'avoir un numérique plus éco-responsable ou plus économe en termes de consommation. Donc, la recherche peut aider à ça. Bien sûr, les chercheurs peuvent contribuer. On peut amener de nouveaux modèles, amener de nouvelles solutions pour que le numérique consomme moins et soit moins impactant. Mais les utilisateurs sont aussi très présent. Il faut avoir une certaine sobriété dans notre usage du numérique. Il faudra en parler un peu plus. Mais voilà, on peut être plus sobre. On peut avoir l'usage du numérique, mais en étant plus sobre. Et puis, il faut bien gérer notre cycle de vie du numérique, essayer de le recycler et ainsi de suite. Donc, en point de vue chercheur, on peut vraiment améliorer notre usage du numérique. Là, maintenant, on peut tous commencer par des petits gestes, par des grands gestes, en tant que chercheur, en proposant de nouveaux systèmes, de nouveaux logiciels, de nouveaux matériels. Donc on est en 2019, c'est le moment de le faire, il y a urgence, il y a plein d'urgences dans d'autres domaines, des urgences climatiques, et le numérique fait partie de ces urgences-là, il fait partie de ces facteurs aggravants. Même si on a un côté immatériel du numérique, le numérique est présent sur la planète et c'est un facteur aggravant, parce qu'il y a de plus en plus de numérique dans nos objets quotidiens, et ce numérique, c'est aussi un facteur d'obsolescence de certains de ces objets, d'obsolescence accélérée. Donc voilà. Très bien, alors attendez, j'ai une petite transition. Donc nous allons maintenant écouter, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque témoignage réfléchi comme ça, qui a été préparé,
Donc nous notons les points importants et c'est à l'issue de la présentation du premier tour, finalement, que les questions vont surgir. Et là, il y aura un débat, normalement, qui ne manquera pas d'arriver aussi bien entre les participants qu'avec vous, la salle. Alors, le deuxième apport, c'est celui que va nous donner Stéphane. Donc Stéphane Ribas, qui est chargé de la stratégie open source à la DSI de l'INRIA Siège, qui m'a confessé, littéralement, donc j'adore ce rôle, confesseur téléphonique, que en fait il avait une posture assez forte quand même. C'était un aveu qui est venu du fond de son cœur, qui était celle du solutionniste technologique déçu. Donc vous voyez, on est dans la psychanalyse du numérique avec beaucoup de sincérité. Et voilà, donc je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par solutionniste, technologiste déçu. Alors je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous à l'INRIA à qui ça doit parler, dans le sens où moi je suis tombé dans les années 70, je suis né dans les années 70 et j'ai donc eu la chance de voir un ZX81 et de me dire purée, ça va solutionner tous les enjeux sociétaux, tous les problèmes du monde vont être résolus. Donc j'adore l'informatique, c'est génial les ordinateurs et j'ai grandi avec ça, avec toujours ce rêve de résoudre avec une simple application et efficace les enjeux sociétaux. Et vraiment, j'ai cru jusqu'au bout, et c'est pour ça que je suis arrivé à l'INRIA, en pensant vraiment que j'allais pouvoir aider la société à résoudre les problèmes auxquels elle fait face. Et j'ai été tout au long, j'ai été dans les boîtes privées, dans les boîtes publiques, dans les organismes, j'ai fait de la recherche jusqu'à de la robotique, de la RFID. Et à chaque fois, je me suis aperçu que sous ma naïveté, sous mon optimisme, mon enthousiasme, et ben à la fin, on détournait l'objet où il y avait des effets de bord et il fallait que je programme quelque chose pour empêcher les effets de bord. C'est-à-dire que c'est pas cliquer ici pour tout résoudre, hein, pour ceux qui connaissent le livre, qu'il faut lire avec attention et avec beaucoup de critiques, mais qui peut être lu. C'est de se dire, par exemple, moi j'ai commencé à rentrer à l'INRIA grâce à Michel qui est ici, pour de la RFID. Très très vite, les outils qu'on a mis en place ont été détournés par des assureurs avec les cartes de fidélité en Angleterre. Je prends la carte de fidélité, le ticket de caisse, je peux faire la relation entre les gens et dire si la personne abuse de chocolat, de sucre, alors qu'elle est diabétique. Et donc augmenter son assurance à la fin de l'année. C'est une histoire vraie, hein, ce que je vous dis là. On parle aussi... donc la RFID, là, qui était une technologie issue de l'INRIA, entre autres, dans les bacs de David Saint-Flory, la INRIA Sophia, ne pensait en aucun cas que ça deviendrait ça sur le marché. C'est vrai, il n'avait pas pensé à ça, lui. Tout ce qu'il voulait, c'était résoudre un problème qui était largement partagé. C'est tout. Deuxième chose, c'est qu'ensuite, moi, j'ai travaillé sur tout ce qui est... Internet, communauté, open source, parce que là je me suis dit, bon bah l'open source c'est ouverture et transparence, donc plongeons là-dedans parce que c'est la solution, c'est-à-dire que la RFID ou d'autres choses, on peut pas voir le code, on peut rien, donc peut-être que c'est pas parfait. Par contre l'open source c'est parfait, j'ouvre le code, c'est ouvert, c'est transparent, donc on va pouvoir contrecarrer des usages malhonnêtes de sociétés ou de personnes. Bah, vous discuterez dans les débats avec les gens de la communauté open source que je connais bien, et bah, vous verrez que c'est très difficile de définir jusqu'où on ouvre, qu'est-ce que ça veut dire la transparence. Et finalement, est-ce que c'est bon la transparence? Aujourd'hui, il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir ou qu'il vaut mieux pas voir, je pense. Enfin, la troisième chose, c'est que quand je parle donc de ça, de l'open source, aujourd'hui, on voit Google sur beaucoup de domaines. Ne croyez pas que c'est pour le bonheur de la transparence et de l'ouverture. Lorsque Google ouvre tous les codes d'IA, tous les codes d'intelligence artificielle, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire de machine learning, de deep learning, ne croyez pas que c'est pour le bien de la communauté. Je ne sais pas combien d'entre vous pensent que c'est pour le bien de la communauté. C'est juste pour pas que les autres piquent, c'est pas pour que les autres ne puissent pas monter sur le créneau. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés privées qui font très très bien, même mieux que Google là, sur le domaine. En privé, le code est fermé. Simplement, comme Google n'y arrive pas, il ouvre tout le code et il dit aux autres, je vais vous aider, aux autres communautés open source, je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider, pour que vous empêchiez finalement les sociétés commerciales qui font mieux que moi. Parce qu'avec la masse, avec le temps, on va faire mieux qu'eux. Donc ils ne sont pas philanthropes. Hein. Et c'est pareil pour Eclipse. Eclipse IBM, à l'époque, ils ont fait ça, ils ont créé Eclipse, pas pour dire, allez, on va faire développer Linux. C'était pour empêcher Windows
d'augmenter. Donc vous voyez, je suis tombé de haut. Enfin, moi, solutionniste, je suis tombé de haut. Alors, je vais essayer de finir et d'arriver sur deux choses. Sur l'Internet, on voit beaucoup de pubs. Il y a des gens qui adorent les pubs, il y a des gens qui ne les voient pas, et puis il y a des gens qui ont des adblocks. Et puis un jour, il y a quelqu'un, toujours pareil, une histoire vraie, c'est quelqu'un qui va à Walmart aux États-Unis et il fait un scandale parce qu'on lui a envoyé à sa fille, qui a 13 ans, toute une liste de catalogues autour des bébés. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Je ne vois pas le rapport. Comment ça se fait que vous m'envoyez un catalogue pour acheter une poussette, pour acheter ceci, cela? Donc la personne s'excuse, elle a acheté de la layette. Ouais. Elle a acheté. Là, c'était en fait Google Ads. Donc Google, les GAFA, qui avaient envoyé, qui revendent à des sociétés, qui font des catalogues. Donc Walmart achète les habitudes des gens et de leur browsing, et ils font des catalogues spécialisés et ils envoient ça. Bon, la personne 2 jours après est revenue, celle qui avait fait scandale. La personne Walmart s'est excusée, bien évidemment. 13 ans, la fille s'est dit, il y a une erreur dans notre fichier, on va dire à Google de se corriger, enfin, il n'y a pas de problème. 2 jours après, la personne est revenue pour la petite histoire en disant, je m'excuse à mon tour, ma fille est enceinte. Bon, bref. Pourquoi je parle des GAFA ? C'est parce que, et surtout de Google, c'est que je vais aller plus loin encore. Est-ce que vous êtes d'accord que Google Search, c'est génial? Mais est-ce que j'ai envie que Google organise l'info? Moi, je me pose des questions aujourd'hui. Est-ce que je veux que Google organise à sa manière l'info? Et ils le font vachement bien. Enfin, eux, ils disent qu'ils le font bien. Et c'est pour le bien de l'humanité. Est-ce qu'on s'est juste posé une seule fois la question? Est-ce que j'ai envie que l'information soit organisée par eux? Moi, non, en fait. Moi, plus ça va, moins non. Et on voit les alternatives qui sont difficiles. Hein. DuckDuckGo, Quant, elles ne sont pas au niveau. Mais ça commence. Et puis je terminerai vraiment par un autre truc aussi où je suis très déçu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis déçu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Google Search, et puis aujourd'hui, c'est hyper soporitif. Je cherche un truc sur Google, c'est toujours les mêmes 4 qui apparaissent, toujours les 8 premiers qui apparaissent. Finalement, j'ai perdu l'avantage que j'avais vu au départ. Donc, solutionniste déçu. Et je vais terminer sur un truc. C'est les crypto-monnaies. Et là, on va me tuer. Moi, je suis hyper déçu. Et je le dis pas à la blockchain. Je parle de crypto-monnaie. Attention. Crypto-monnaie, aujourd'hui, on a voulu, l'auteur japonais, enfin, les auteurs ont voulu changer le système bancaire et faire un système bancaire qui est en pair à pair, sans aucune autorité centrale. Enlever les BCE. Enlever les BCE. Et surtout aussi, enlever les BCE. Et puis d'autres choses. Eh bien, écoutez, vous allez chercher DAOA, et vous verrez qu'aujourd'hui, malheureusement, les crypto-monnaies reviennent à des BCE, mais ils ne les appellent pas des BCE, ils appellent ça des DAOA. Et ce sont des centres d'organismes qui récupèrent toutes les minages, tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies, c'est eux qui centralisent et qui deviennent des gros nœuds à pouvoir. Donc finalement, la BCE a disparu, vive le DAOA. Je ne sais pas, je suis très déçu, alors que sur le papier, ça devait être génial. Bon, non, c'était parfaitement 7 minutes. Donc vous voyez, l'intensité dramatique est à son comble. Il y a des impensés majeurs dans les usages et la conception du numérique. C'est ce que nous a dit notre premier invité. Et il y a des paradoxes dans des domaines saillants, et peut-être même dans tous les domaines, des paradoxes qui font que notre monde est menacé d'inéquité, de sa propre tragédie écologique, mais aussi de contrôle et de manipulation potentiellement. Donc vous voyez, le philosophe politique que je suis, qui cherche toujours la petite bête, se réjouit, hein, franchement. Je n'en attendais pas tant. Enfin, c'est aussi pour ça que je suis là. Il me semble bien que ce monde a des zones d'ombre et des paradoxes qui peuvent être inquiétants compte tenu du déplacement du pouvoir, par exemple, hein, des méthodes ou des structures de pouvoir. Alors, évidemment, tout serait perdu d'avance s'il n'y avait de vertueux et courageux chercheurs qui s'employaient à essayer de clarifier les choses et d'installer des bonnes règles. Hein, j'ai à ma droite Patrick Loiseau, qui est informaticien chargé de recherche à l'INRIA et chercheur invité à l'Institut Max Planck pour les systèmes logiciels à Sarrebruck, et qui s'emploie à définir, concevoir ce que peut désigner les termes comme des termes comme fairness et transparence. Mais je crois que c'est peut-être pas si facile que ça, Patrick. Merci. Oui, donc je suis chercheur effectivement en informatique, et alors je vais peut-être commencer par... Je travaille essentiellement sur l'intelligence artificielle, même s'il y en a qui n'aiment pas ce mot, c'est pas grave.
Et disons plus généralement sur les systèmes digitaux en ligne. Alors pour faire très simple, dernièrement j'ai travaillé sur le système des publicités ciblées sur Facebook, un exemple assez criant d'un certain nombre de problèmes qui ont déjà été évoqués. Et alors pour commencer, je voudrais dire, il y a deux choses évidemment. C'est vrai que quand on y pense, on se dit le système il est vraiment très mauvais. Ce serait tellement bien s'il y avait de la transparence et de l'équité. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de transparence sur le système de Facebook. Ça, je pense qu'on peut être d'accord sur un résultat négatif qui est qu'il y a un manque de transparence. C'est vrai également que l'équité n'est pas vraiment très facile à garantir sur des systèmes comme ça. Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a eu pas mal d'exemples récemment qui ont montré que les algorithmes ne sont pas vraiment équitables de différentes façons et pour différentes raisons. Pour donner quelques exemples, par exemple, il a été montré que les algorithmes de reconnaissance faciale reconnaissent mieux les personnes de couleur blanche que les personnes de couleur noire. Donc ça, c'est un exemple assez criant de non-équité où on se dit mais comment c'est possible? L'algorithme qui devrait être parfaitement, qui devrait vraiment pas avoir de biais, reproduit, en tout cas introduit des biais. Alors il y a effectivement plusieurs sources possibles de biais et peut-être toutes les sources n'ont-elles pas été identifiées. Il y a au moins une source qui est que l'intelligence artificielle par définition ou le machine learning, ça se base sur un jeu de données et ce jeu de données c'est quelque chose qui a été produit par les usages passés. Et donc, les algorithmes reproduisent les biais des usages passés. Maintenant, la question pour un chercheur en informatique comme moi, c'est de savoir est-ce que très bien, puisque les algorithmes ne sont pas transparents et ne sont pas équitables, faisons la transparence. Donc, comme mon collègue disait précédemment, transparence, open source. C'est fantastique, on va ouvrir tout le code. Alors, quand on y réfléchit un peu plus profondément, il y a deux problèmes qui sont importants sur la transparence, deux défis qui sont importants. Le premier, c'est que, comme je disais précédemment, les algorithmes sont basés sur des jeux de données. Les jeux de données, c'est typiquement des choses qu'on ne peut pas ouvrir. On peut pas... Quand on a un algorithme qui a appris les usages de personnes, on ne peut pas simplement mettre en open source les bases de données qui correspondent parce que ça pose des problèmes de vie privée très, très graves. Marie parlera peut-être plus tard. La deuxième chose, c'est que transparence égale open source, c'est peut-être vrai, peut-être ça peut être une définition de la transparence, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nécessairement satisfait des utilisateurs. Par exemple, typiquement, sur un système comme Facebook, on se demande pourquoi est-ce qu'on reçoit une publicité plutôt qu'une autre. Sur des systèmes de news en ligne, on se demande pourquoi les news sont ordonnées d'une façon et pas d'une autre. On n'a pas du tout envie d'avoir comme explication, voilà le lien vers le code qui fait je ne sais pas combien de milliers de lignes. Ce n'est pas quelque chose qui est satisfaisant pour l'utilisateur. Qu'est-ce qui serait satisfaisant pour l'utilisateur? Comment définir exactement la transparence ou peut-être pour aller plus loin, ce qui serait une explication qui permet de la compréhension? Pour travailler là-dessus, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas un problème qui est résolu du point de vue informatique. Et pour le dire encore, il y a encore un challenge par-dessus tout ça, c'est que les systèmes auxquels les utilisateurs font face, par exemple le système Facebook qui vous affiche une pub plutôt qu'une autre, n'a pas nécessairement accès à toute l'information dont il aurait besoin pour fournir des explications qui vous satisfassent. Par exemple, Facebook interagit avec tout un tas de publicitaires et il est possible de définir les gens qui reçoivent la publicité par une liste d'adresses email. Vous allez sur Facebook, vous dites je veux faire que la publicité soit affichée à cette liste de 1000 adresses email. Facebook y va et affiche à ces 1000 adresses email. Après, à Facebook, vous lui demandez pourquoi vous m'avez affiché ça. Il va vous répondre parce que le publicitaire m'a demandé d'afficher à votre adresse email. C'est pas quelque chose qui va satisfaire l'utilisateur et en même temps,
du point de vue du système final qui est Facebook en l'occurrence, toute l'information n'est pas disponible pour faire mieux que ça. Et pour ce qui est de l'équité, pour terminer, avoir des algorithmes qui respectent des contraintes d'équité, c'est pas non plus quelque chose qui techniquement est si trivial que ça. Je vous donne juste un exemple pour illustrer ça. C'est que exactement dans le même exemple de la publicité, supposons que Facebook veuille être absolument équitable et afficher la publicité à autant d'hommes que de femmes. Si le publicitaire fournit une liste de 1000 adresses email, c'est pas nécessairement une information qui est connue par Facebook, les genres des différents individus. Donc il y a des questions qui sont, du point de vue informatique, difficiles à résoudre. Transparence, équité, explication, c'est quelque chose dont on s'accorde à dire que ce serait bien, mais on ne s'accorde pas à dire comment le faire, en tout cas pour l'instant. Merci Patrick. Donc là, on a entendu trois chercheurs en informatique, dans le numérique, avec des expériences différentes, mais des inquiétudes et des difficultés qui sont, en tout cas, conjuguées, quoi. C'est intéressant d'entendre ça. Et il m'a semblé important, dans l'ordre de parole, de donner maintenant la parole à un espoir qui nous vient de la pratique, si je peux dire les choses comme ça. Parce que, quelque difficile que soit le sujet, il y a des gens qui s'emploient par les applications qu'ils développent, le cœur d'activité de business qu'ils s'emploient à mettre en œuvre. Il y a des gens qui s'emploient à tout de même utiliser le numérique du point de vue ou dans une perspective éthique. Avec ce mot qui serait évidemment à définir et qu'on va peut-être discuter ensemble. Mais en attendant, vous voyez, il importe de souligner l'action des start-upers qui sont engagés dans l'action sociale et solidaire et dans une perspective éthique et citoyenne. À cet égard, la présence ici de Lucas Duchesne, qui est à ma droite là, est tout à fait intéressante. Lucas Duchesne a fondé la start-up Scylla, et il va nous expliquer en quoi consiste son activité et aussi, c'est ce que je lui ai demandé, qu'est-ce qui la motive. C'est bon, j'ai le micro. Merci pour l'introduction. Et je suis ravi d'être ici pour pouvoir exposer un peu notre vision, surtout entouré de chercheurs. Donc juste pour préciser, un entrepreneur, nous on n'a pas une mission sur laquelle on va travailler. Nous on a des problématiques qui changent des fois toutes les 2 semaines. Donc le travail est agile et excusez-moi si des fois vous ne comprenez pas forcément là où je veux en venir, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup on travaille sur quand même le fondement qui est ici là et que je vais tenter d'expliquer ici. Pour vous mettre dans le contexte, je vous invite à vous reprojeter sur Coupe du Monde 2018. Il y avait à peu près 3 milliards de téléspectateurs, 1 milliard lors de la finale, et tout autour des terrains de foot, vous avez des panneaux publicitaires. Et vous pouvez regarder. Moi, je n'ai jamais vu marqué HSBC, BNP Paribas, Goldman Sachs, la Deutsche Bank, sur aucun des panneaux publicitaires. Par contre, j'avais vu marqué Visa dessus, la carte bancaire. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui la masse monétaire qui circule mondialement, est à 95% dans le numérique. Donc c'est-à-dire que allô, ouais. Donc tout ce qui est billets et pièces ne représente qu'un petit pourcentage et tout ce qui est argent numérique, c'est 95%. Visa et Mastercard sont les piliers du domaine d'activité qui s'appelle la monétique, qui permet à l'argent de circuler dans le numérique. Ces 2 piliers, on regroupe, plus de 40 000 organisations et entreprises du secteur bancaire et de crédit. Donc en fait, si vous voulez viser l'oligarchie du système bancaire et du numérique, ce n'est pas les banques elles-mêmes, mais c'est les entreprises qui permettent les échanges entre elles. Nous, Scylla, on a reproduit un réseau monétique, comme on dit, social et solidaire. Je préfère employer le terme éthique et citoyen, parce que le terme social et solidaire est totalement galvaudé aujourd'hui, selon mon avis.
on sait plus, enfin, on n'arrive plus à définir ces termes, quoi. Donc maintenant, il faudrait définir ce que c'est éthique et ce que c'est citoyen. Et on fait en sorte, on a reproduit une carte bancaire, paiement sans contact, on utilise des puces RFID, d'ailleurs, je fais le parallèle. Un terminal de paiement, aussi un terminal de paiement, et on les relie via une infrastructure informatique pour permettre les échanges d'argent. On utilise des porte-monnaies électroniques qui sont stockées chez MangoPay, qui est un prestataire accrédité ACPR. Donc, c'est-à-dire, ce prestataire peut légalement stocker l'argent. Ça, c'est pour faire parallèle avec les crypto-monnaies, où au niveau légal, on ne sait pas trop où ça en est encore. On fait en sorte qu'à chaque transaction, les frais de transaction aillent à des associations locales. Et cela par vote citoyen mensualisé. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous payez avec votre carte bancaire, il y a des frais de transaction que le commerçant doit payer, qui reverse à sa banque. Sa banque les reverse à Visa et Mastercard. En plus de l'argent, Visa et Mastercard sont au courant de toutes les données d'achat que vous avez. Donc c'est pas des données de recherche Google, c'est des données d'achat. Donc ils sont beaucoup plus chers. Et nous, on fait en sorte que les frais de transaction aillent à des associations locales et que à chaque paiement, il y a des points de vote qu'on redistribue aux citoyens et le citoyen doit les redistribuer à des associations. Donc il sélectionne en fait sur notre plateforme des associations à la fin de chaque mois. On fait le prorata, nombre de votes et l'argent qu'on a accumulé. Et on parle de plusieurs milliards d'euros par an en France. Il y a 2 milliards de transactions par carte bancaire par an en France. Et si vous faites un petit calcul, les frais de transaction sont entre 0,3% et des fois ça monte jusqu'à 2%, enfin 1,75%. Ben vous faites 12 milliards, voilà, c'est plusieurs milliards par an. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est de la démocratie participative, démocratie participative et numérique, pardon. Utiliser l'outil de l'argent pour reprendre de l'argent, on va dire, à ces institutions pour les remettre sur le local, pour développer l'économie du territoire. Donc il est là notre objectif. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Et dans éthique, donc peut-être que tout à l'heure on pourra définir le mot éthique. Moi je ne suis pas formé et habilité à le faire, même si j'ai ma propre définition. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on essaie de faire de l'éthique, c'est pas on fait un petit peu et on évite le reste. Non, il faut essayer d'être totalement cohérent avec notre démarche, surtout quand on est entrepreneur. Et du coup, on a essayé de transformer, enfin, on n'a pas essayé, on va transformer les statuts de l'entreprise, qui est aujourd'hui une SAS, en SIC, pour faire en sorte que vous, citoyens, que les collectivités locales, que les commerçants, que les associations, que les autres entreprises puissent intégrer notre gouvernance, pour faire en sorte que tous les acteurs d'une société puissent enfin récupérer le monopole de ces 95% de la masse monétaire, de l'argent de cette masse monétaire qui circule. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le pouvoir de votre argent. Et du coup, on veut essayer de redonner du sens à nos dépenses, de réutiliser l'outil monétique, l'outil de paiement pour réintéresser le citoyen sur le fait, et regarde, il y a des associations de ton quartier, ils ont besoin d'argent, toi quotidiennement t'en génères et tu les reverses à des multinationales américaines alors que tu pourrais les reverser sur ton territoire. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'en suis. Il me reste un peu de temps. L'exemple des SDF, effectivement, en fait, Scylla vient de deux choses. Ma réflexion, j'ai fait une école de commerce, ma réflexion sur la société en général et l'outil économique et le modèle économique et la création monétaire, etc. Et de l'autre, une action très terrain où j'ai créé une association qui s'occupait qui accompagnait les SDF, et en fait, pendant une dizaine de SDF pendant 6 mois. Quotidiennement, et du coup j'ai pu me rendre compte en fait que la mendicité était l'un des problèmes majeurs au fait qu'ils se sortaient pas de la rue, parce que ça démoralise, parce que du coup ils font rien, ils boivent, et puis surtout pendant 7 heures ils attendent juste de l'argent pour pouvoir manger. Et en fait je me suis posé la question, mais si à ces gens-là on leur donnait une carte de paiement, que les dons qu'on fait peut-être certains d'entre nous aillent directement sur ce compte, sur cette carte de paiement, en fait, ça permettrait de créer de l'indépendance financière à ce SDF, et puis il pourrait aller payer en fait chez les commerçants de son quartier.
Et en fait, si vous prenez cette idée avec la compréhension générale de la société d'un point de vue économique, et ben en fait, ça a poussé à Scylla, quoi. D'année en année, j'ai réfléchi, puis on a avancé, puis on a fait des erreurs, et puis c'est le côté agile dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous avais dit, hein, c'est pas mal quand même. Alors, ce premier tour de parole va être, comme promis, achevé par l'élément féminin du groupe, qui a la lourde tâche de représenter à elle seule, en fait, l'autre discipline qui est garante de l'équité ou de l'éthique. La première, bien entendu, c'est la philosophie, hein, avec des définitions assez précises de la notion d'éthique. Bon. Et puis l'autre, c'est le droit, la science juridique, hein, qui a tout de même un apport qui représente un apport considérable. Et on a envie de demander à Marie L'Orphelin, et bien connue ici, puisqu'il est juriste ici, hein, je crois, finalement, si le droit, qui est nécessaire, hein, les règles sont nécessaires, est suffisant pour restaurer la confiance. Bonjour. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse tranchée. Donc, juste pour vous donner quelques informations sur mon métier. Donc, moi, je suis juriste ici dans le centre et je suis spécialisée dans la propriété intellectuelle. Donc, ça paraît pas forcément hyper proche de l'éthique. Néanmoins, chaque juriste chez INRIA a 2 casquettes supplémentaires. La première, et on en a parlé à plusieurs reprises, c'est de pouvoir aider notre Data Protection Officer dans ses missions. Donc, c'est-à-dire que l'on doit venir en aide à nos équipes de recherche quand elles collectent ou elles utilisent des données à caractère personnel. Alors, c'est un sujet qui a été énormément commenté ces derniers mois, puisque vous êtes sans doute pas... vous savez sans doute qu'il y a eu la transposition dans la loi française du fameux règlement général sur la protection des données, donc qui est un règlement européen qui a été transposé en mai 2018 et qui instaure quelques nouvelles règles, même si la loi française était quand même assez protectrice des données personnelles. Ça a ajouté quelques éléments supplémentaires. Et donc, le juriste chez INRIA doit vérifier que les collectes de données se font selon les règles qui, pour le coup, sont prévues par la loi. Néanmoins, on se rend bien compte que la loi ne prévoit pas tout, notamment en matière d'éthique. Finalement, la loi française contient des éléments relatifs à la bioéthique, mais en matière de numérique, il n'y a pas grand-chose. Comme je le disais, à part pour l'utilisation des données personnelles, c'est assez faiblard pour l'instant au niveau de la loi française. Donc l'autre casquette de chaque juriste INRIA, c'est également d'être le correspondant local du comité d'éthique qui a été instauré en interne chez INRIA. Donc le comité d'éthique INRIA, il a pour but de vérifier que les recherches qui sont menées par nos équipes respectent bien certains principes et notamment des principes éthiques. Donc nous, en local, on doit venir en aide aux chercheurs pour pouvoir vérifier. On fait une analyse en fait de premier niveau. Est-ce que ce que vous envisagez respecte bien déjà la législation en vigueur, et quand il n'y a pas de législation, quelles pourraient être les conséquences, et du coup, est-ce que ça doit monter jusqu'au comité d'éthique INRIA? Alors, il faut savoir je vais parler de quelque chose que je connais, c'est-à-dire la recherche publique et les chercheurs. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de règles légales en matière d'éthique de la recherche publique. Donc, il y a 2 documents qui ont été néanmoins mis en place. On a une charte européenne du chercheur, qui est une charte qui prévoit beaucoup de choses, notamment qui prévoit un code de conduite pour les différents établissements publics, qui guide la manière dont ils doivent recruter les chercheurs, et tous
tous les éléments que chaque établissement doit mettre en œuvre pour que la recherche publique se passe bien et par exemple, que les chercheurs ne soient pas soumis à des pressions pour conduire leurs recherches de telle ou telle manière. Et puis, on a également un code de conduite qui, lui, du coup, s'applique plutôt aux chercheurs, qui, notamment, est là pour indiquer aux chercheurs qu'il doit faire en sorte que ces données de recherche soient les plus fiables possibles. Et ceci a pour objectif d'instaurer la confiance du public envers la recherche publique. Parce que si le public n'a plus confiance, on peut se retrouver face à des soucis graves. Donc, il y a eu le cas récemment au CNRS, voilà, où il y a eu quelques petits soucis d'intégrité scientifique avec des problèmes de plagiat ou des problèmes qui sont un petit peu plus compliqués à comment dire, je ne retrouve plus mes mots, excusez-moi, qui sont un petit peu plus compliqués au niveau de la loi parce qu'ils se situent dans une espèce de zone grise qui sont les difficultés liées à l'embellissement des résultats de la recherche. Donc, c'est pas forcément 100% du mensonge, mais c'est pas non plus 100% la vérité. Donc, ces espèces de zones grises qui sont pas forcément... qui sont pas forcément liées à une mauvaise foi, en plus, des chercheurs. Puisqu'elles peuvent être liées à une pression du travail, du fait qu'ils doivent faire énormément de publications, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, eh bien, aujourd'hui, ils ne connaissent pas de réponse au niveau de la loi. Donc, c'est la raison pour laquelle il existe des chartes. Voilà. Faut savoir que au niveau des chercheurs, donc que ce soit les chercheurs INRIA ou les autres chercheurs des établissements français, il y a néanmoins des règles légales qui s'appliquent, qui sont des devoirs pour tous les fonctionnaires. Donc, on a notamment le fait, au-delà du fait de l'obligation de réaliser les tâches pour lesquelles on est payé, et de l'obéissance hiérarchique, on a également tout un tas d'autres devoirs, comme le devoir de réserve, le devoir de discrétion professionnelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. D'obéissance, ou ouais. Voilà, le devoir de discrétion professionnelle, etc. Donc ça, ce sont des règles normatives qui s'appliquent, qui sont dans la loi, mais on voit bien que actuellement le droit n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions qui se posent et notamment tous les éléments éthiques. Alors une loi dont je vais parler rapidement, qui est celle de la loi pour la République numérique, qui est arrivée fin 2016, qui prévoit des modalités pour rendre les données de recherche accessibles au public, donc l'open data. Donc ça, c'est une loi qui est assez récente et je vous avoue qu'au niveau d'INRIA, on tâtonne encore pour savoir exactement jusqu'où aller dans la publication des données de recherche. Voilà. Mais le but de cette loi, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que la confiance, là encore une fois, j'insiste sur ce mot de confiance du public, soit la plus forte possible et notamment pour la recherche publique. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. La parole va être à la salle pour des questions. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que notamment par rapport à ce qu'a dit Stéphane, il faut prendre garde au fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que, comme dit le proverbe, les intentions louables peuvent parfois se trouver, générer des paradoxes, quoi. Voilà. Donc, le point est important parce que, à côté de l'audace normale qu'on peut attendre d'un chercheur ou d'un concepteur, on voit se dessiner, au-delà même du droit ou de l'éthique ancrée dans la philosophie, une salutaire prudence qui doit contrebalancer cette audace. Vous avez une question ? Le micro arrive. Oui,
Bonjour, Philippe Simon, Lexino avocat du barreau de Grenoble. Merci à tous pour vos très intéressantes interventions, observations. Pour compléter peut-être le propos de votre juriste, avec qui on a eu l'occasion d'échanger à la pause, effectivement, on est en plein dans la protection des données personnelles. Monsieur, excusez-moi, votre nom m'échappe, le monsieur en t-shirt vert. Oui. L'utilisation, effectivement, de données personnelles pour ensuite faire de la pub, etc. C'est absolument exécrable. Alors, le règlement dont parlait votre juriste va être un peu la colonne vertébrale pour sanctionner justement juridiquement, tant sur le plan civil que pénal, et imposer donc la bonne application des normes d'éthique, de protection des données personnelles. Et pour illustrer le propos, vous avez peut-être dû entendre parler que la CNIL avait déjà, en formation restreinte, sanctionné Google à hauteur pour un montant qui n'est pas énorme, de 50 millions d'euros. Le RGPD est entré en vigueur donc le 25 mai de l'année dernière. Je vous avouerai que parmi effectivement les clients du cabinet, il y en a beaucoup pour qui ça passe au-dessus de la tête. Hein. Et donc je pense qu'il y a, s'il y a la moitié des entreprises françaises qui sont en règle, entre guillemets, vis-à-vis du RGPD, c'est chouette. J'y crois pas beaucoup, mais ça viendra. C'est pour l'essentiel les groupes qui sont soit cotés en bourse, soit qui bénéficient d'une exposition un peu médiatique, qui sont les plus vigilantes, parce qu'ils ont des juristes, des ingénieurs, effectivement, qui surveillent un peu tout ça de très près et qui veulent effectivement éviter une mauvaise publicité, des décotes en bourse, etc. Mais ça se met petit à petit en place et je pense qu'effectivement les premières sanctions tombent, en commençant classiquement par les plus gros, hein. C'est ce qui fait le plus entre guillemets de buzz, mais j'ai bonne confiance effectivement que ça reviendra à sécuriser, à renforcer effectivement tous ces aspects d'éthique et de protection des données personnelles. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous souhaitez réagir, Stéphane ? Parce que comme je suis un solutionniste technologique déçu, ça me ramène à toujours quel projet de société on veut. Or, la RGPD, c'est génial, mais on voit bien qu'on a les États-Unis avec une culture ancrée. Je vous jure, vous le savez mieux que moi, je pense. Les données personnelles, j'ai rien à cacher. Un Américain, c'est ça. Hein. Et l'Europe, donc là, j'avoue qu'il y a un paradoxe encore plus grand que j'arrive pas. Je sais pas comment on va faire. Peut-être que là, un anthropologue nous expliquerait ou un historien ce qu'il faut faire. Et là, c'est là où je rejoins le fait qu'il nous en manque un là sur le plateau, peut-être. Je sais pas répondre à cette question. C'est un problème de culture. Je pense que Google nous dit, mais vous êtes fous de me faire ça. Et je comprends pas. Google est un gros marché pour l'Europe, c'est vrai. Et donc là, on va revenir au modèle d'affaires, c'est-à-dire que je rejoins ce qu'on essaye de faire va par l'encontre des modèles d'affaires des entreprises, des GAFA, parce qu'on veut être plus éthique. Or, Apple veut qu'on achète du iPad, on dit ça, du iPhone, ouais, enfin du téléphone, et tous les 3 ans, tous les 2 ans. Donc là, ce qu'on est en train de faire, la chercheur, ça va à l'encontre. Ou alors, peut-être que le public se prend au jeu et dit non, moi j'en ai assez aussi, je veux consommer plus éthique, j'ai une conscience qui s'éveille et à partir de là je vais m'inscrire chez Scylla, c'est ça, je vais financer ce que fait Lefebvre pour pouvoir, et je vais demander à Apple, non, moi je veux que tu sois éthique, que ton appareil soit fait localement, etc. Je vais plutôt aller voir Aujourd'hui, j'ai l'impression que le bio et les magasins bio marchent mieux que le numérique, je crois. Ou en tout cas, d'acheter en local avec les paniers, etc. J'ai l'impression que ça marche mieux. Ça marche mieux. Alors, moi, j'ai une question pour rebondir à poser à Laurent. Mais je voudrais la précéder d'une parenthèse que j'ouvre. Moi, je suis persuadé en effet que la révolution numérique, du fait qu'elle introduit des usages non réfléchis, c'est tellement tentant, tous ces usages extraordinaires qui font de nos terminaux des vecteurs d'augmentation d'une certaine manière. Hein. Et ben, cette révolution numérique, elle doit absolument, pour nous qui sommes, pour vous et pour nous, qui sommes proches de la conception, différemment placés, mais enfin, s'accompagner d'une révolution des usages. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je suis candidat sur le projet de chaire éthique de l'IA, de l'Institut 3IA grenoblois, et ma spécialité en pédagogie, c'est des ateliers. J'ai transformé la philosophie en mode projet.
Et il y aura dans cette chaire des ateliers éthiques, c'est-à-dire une modélisation appliquée sur des cas d'usage des grandes écoles éthiques, qui permettront à la communauté, aux étudiants, aux doctorants, aux collègues, aux enseignants-chercheurs, aux partenaires, de progresser dans la pratique de l'éthique. Fondamentalement, ça doit être une pratique. Parce que, en somme, pourquoi il y aurait pas, parallèlement aux AMAP et aux Biocop, des ateliers où la conception, elle devient un usage commun avec des bonnes règles. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse, hein, c'est le philosophe qui parlait. Mais j'ai donc une question pour Laurent, parce que ce qu'on vient d'entendre est intéressant, ce qu'a dit Stéphane, par rapport à ce qu'il a dit. Alors, question du Candide de Voltaire. Mais alors, est-ce qu'il faudrait, pour chaque famille française, limiter le nombre de terminaux disponibles ? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je pense que le bio, la nourriture bio en France a mis longtemps à arriver. Hein. Pendant des années, quand on consommait bio en France, on consommait des produits allemands, parce que là où ça marchait bien, le bio français qu'on achetait en France venait d'Allemagne. Je pense qu'on peut quand même faire du locavore numérique. On peut avoir des concepts de bio sur le numérique. Pas sur le matériel, ok, on ne sait plus construire du matériel informatique en Europe, en France, c'est anecdotique, il n'y en a plus beaucoup. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a l'usage, il y a le logiciel. Donc, pour moi, ce que vous concevez chez SILA, c'est du locavore numérique. C'est un service local avec une répercussion locale. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant déjà. On peut déjà peut-être commencer par ça et se dire que finalement, le service numérique local devrait devenir la règle. Et le service numérique ultra distant à la Google, GAFA & Co, vous ne savez pas où sont vos données, vos requêtes, tout ça, devrait devenir l'exception. Tu vois, déjà, on pourrait essayer de basculer dans ce sens-là. Je pense que ça serait déjà intéressant. Ça ne limiterait pas tout, mais ça limiterait certains impacts sur la consommation. Et puis après, oui, appliquer une certaine sobriété dans l'usage du numérique, pourquoi pas. Je crois qu'il y a 51% de la population mondiale qui a accès à Internet. Donc il y en a encore 49% qui veulent l'utiliser. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de l'utiliser ? Il va falloir leur faire de la place à ces gens-là qui arrivent sur Internet. Il va falloir leur faire de la place sur les services. Donc on en est à la moitié là, de la population mondiale. Si on basculait vers un numérique plus responsable, plus réfléchi, plus économe d'une certaine manière, c'est le moment de le faire là, dans ce point de bascule. J'y crois. Oui. On a parlé d'éthique tout à l'heure par rapport... il me semble que de temps en temps, il y a une énorme bulle entre la communication qui est faite sur la recherche et le réel de la recherche. Alors, je vais citer juste un exemple. Création du premier enfant robot, projet Robocop. Hein. Alors, ma page, elle saute sans arrêt, mais l'Institut italien de recherche a mis sur pied un projet de création d'un robot dont la capacité d'apprentissage est égale à celle d'un enfant de 2 ans, entretien avec l'un des pères du Robocop, Giorgio Metta de Gênes. Bon. Alors ça, c'était il y a 12 ans. Hein, d'accord ? Bon, après, ils sont revenus un petit peu sur la capacité d'apprentissage d'un enfant de 2 ans, et ils ont dit, formidable, capacité d'apprentissage d'un enfant de 1 an. Alors si on connaît un tout petit peu le phénomène de cognition... c'est complètement stupide parce qu'un enfant de 1 an, il a des capacités d'apprentissage beaucoup plus grandes que celles... Enfin, donc il y a vraiment n'importe quoi. Et ce projet, il a été financé lourdement au niveau de l'Europe et il continue. Et Giorgio Metta se présente encore avec son enfant robot dans les bras. Et là, ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Alors, ils ont changé un tout petit peu la présentation. Il y a des pages qui ont disparu au fur et à mesure d'Internet, notamment les pages où on pouvait critiquer le projet. Et maintenant, ils parlent de mimer, ce qui permet d'ailleurs de revenir sur l'intelligence artificielle. Moi, je dirais que c'est plutôt de l'intelligence simulée. Voilà. D'accord. Mais au-delà de cet apport, quelle est la question ? Il y a une question ? Ouais. Comment peut-on réagir par rapport à cette bulle de ouais. communication. D'accord. Ok, oui, très bien. Est-ce que le chercheur n'a-t-il pas un devoir de surveiller ce qui est fait de son travail au niveau des médias ? Parce que M. Giorgio Metta... Patrick, ça te tente de répondre ? Moi, je pense que le chercheur a absolument un devoir de surveiller ce qui est dit de ses recherches dans les médias. Cela étant dit, les médias sont... Des travaux que moi j'ai faits, les médias ne publient sur mes travaux que si ils m'interviewent.
Dans ce cas, ils me citent et je leur dis je veux ça, je veux pas ça, etc. Donc moi, je pense que peut-être les travaux sur l'enfant robot ont été un peu plus un peu plus médiatisés. Après, il y a un moment où ça dépasse le chercheur. J'ai été le community manager de Poppy Humanoid, donc le projet de robotique open source et open hardware. Je connais donc un petit peu la course à l'échalote qui se passe sur la robotique, puisqu'en Europe, on est les number one là-dessus, sur ce domaine. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent surtout dans l'industrie. C'est-à-dire que Caterpillar a survécu à toutes les crises grâce au fait qu'ils ont enlevé des gens et mis à la place des robots automatisés. Donc la chaîne de Grenoble et d'Échirolles, elle est ultra automatisée. C'est ça qui les a sauvés et qui a sauvé l'entreprise en partie sur l'Europe. Sinon, ils seraient délocalisés. Malheureusement, on perd le contrôle avec les médias. Nous, les chercheurs, je suis désolé, moi j'ai eu plein d'articles, et peut être témoin Michel ici, où ma parole a été déformée. Et je suis désolé, c'est fini, c'est terminé, je ne peux plus la récupérer. J'ai beau leur dire, je suis vraiment jaloux que toi tu arrives à les contrôler un petit peu. J'arrive pas beaucoup. Deuxièmement, il y a une course à l'échalote parce que là-dessus, etc., on doit ramener de l'argent. Et il y a plein d'autres sujets. Alors là, il y a tout ce qui est études sur les plantes alternatives. Je ne veux pas donner le nom parce que je ne veux pas qu'on croie que ce soit. Aujourd'hui, vous voyez que les gens, pendant 10 ans, 20 ans, ils ont alerté de la dangerosité de ces plantes. Aujourd'hui, elles disent pourquoi ? Pour avoir de l'argent et les étudier. Je pense que ce chercheur aussi est dans la course à je veux obtenir de l'argent pour continuer mes recherches. On voit les Japonais, c'est pareil, etc. Mais à la fin, quand on voit les résultats, honnêtement, c'est piètre. C'est n'importe quoi. Et souvent, ils n'arrivent même pas à marcher, les robots. Ils ont un fil, ils ont coupé à la vidéo. Moi, j'étais fou, quoi. Poppy Humanoid de l'INRIA. Voilà. Mais le biais, il est aussi chez moi. Vous allez voir que Nao est sur les affiches, et là je vais me faire tuer, et en plus enregistré, Nao est sur les affiches, et pas Poppy. Moi je ne comprends pas. Donc nous-mêmes, moi, je n'ai pas fait mon rôle de communication en interne, etc., etc. Donc je suis aussi coupable. Donc voilà. On est tous comme ça depuis le début. On est tous, depuis toutes les histoires, depuis la création du monde, Jésus est arrivé et il a fait son show. Et on a parlé de lui, machin. Et tout. Non, mais voilà, je suis un scientifique. Là-dessus, on ne pourra pas me dire. Voilà. Voilà. Vas-y. Moi, je suis d'accord avec Stéphane. Quand j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle, les systèmes experts dans les années 90, une équipe japonaise construisait un enfant de 5 ans en intelligence artificielle. 92, 93. Donc moi, ça m'a enthousiasmé, mais c'était faux, derrière et tout. Et par rapport aux discussions qu'on a sur les médias et les journalistes, c'est vraiment très difficile de maîtriser ce que l'on passe dans ces médias-là. Moi, je me souviens avoir été interviewé et j'essaye d'avoir avant publication le résultat de l'interview. On se heurte à la liberté de la presse, tout ça, donc ça c'est compliqué. Et quand j'ai réussi à l'avoir quelques fois, même s'il y a des erreurs, les journalistes ne veulent pas changer. Cette information est fausse, et oui, mais ça se vendra mieux si on laisse comme ça. Oui, mais c'est faux. Oui, mais ça se vendra mieux. Bon, et à la fin, ça reste. Voilà. Donc, c'est très dur de maîtriser ça. Alors, il y en a qui en jouent peut-être pour valoriser leur recherche et pour la montrer plus globalement, mais c'est très difficile. Lucas, un dernier mot sur cet aspect ? J'aimerais apporter juste une vision entrepreneuriale de cette question. Nous, on a créé un cercle d'entrepreneurs sociaux, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et on appelle ça comme ça dans l'économie sociale et solidaire, bref. Et en fait, on a totalement arrêté de même regarder des mauvaises informations ou des informations qui nous plaisent pas ou des trucs non éthiques, parce que en parler, c'est l'approuver ou c'est en faire la communication. Et en fait, on refuse totalement. Et maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on communique que sur des bons projets, que sur des projets éthiques, que des projets qui nous parlent, qui sont liés à un nouveau monde, en fait. Parce que nous, quand on discute entre nous, on s'estime être en guerre, mais pas en guerre contre quelque chose, en guerre pour autre chose en fait. Et je pense qu'on doit faire partie, enfin tous ensemble, tous ceux qui sont pour l'éthique, participer à ce combat-là, qui est en fait, il y a des aberrances éthiques qui sont en train de se faire dans le monde chez les gros avec le transhumanisme non éthique, des trucs de fous. Eh ben, allez-y, continuez. Nous on fait notre truc. Et à la fin, on verra qui c'est qui arrive à la ligne d'arrivée. Voilà, même s'ils sont gros. Ma mort. C'est à la fin, si je dis, bon, là, j'ai quand même tout fait.
Voilà, j'ai dit, ben là, pour moi, j'ai donné le maximum. C'est ça la ligne d'arrivée pour moi. Blockchain, donc les crypto-monnaies apportent aujourd'hui des nouveautés, surtout blockchain, etc. Donc là, il y a un espoir aussi de solutions que malheureusement je crois. Et je vais être déçu puisque je vois que les DOA reviennent. Bon, bref, les BCE reviennent. Mais non, en fait, je crois qu'on arrive à vivre. Il y a toujours un équilibre. Et un homme, et toi, tu as trouvé une solution. C'est-à-dire, tu t'es dit, moi, j'ai un problème, et je vais contrecarrer les banques Visa, et puis hop, je vais passer à côté avec mon système, et on te laisse le faire, etc. Parce que tu ne les déranges pas pour l'instant. Je pense pas que le nombre de transactions atteigne les 20 000 transactions secondes. Tu dois être à 4, 5, je pense, comme le blockchain d'ailleurs, à peu près. Donc, personne, voilà, on ne dérange pas, quoi. Donc, tout va bien. Le jour où tu arriveras à 20 000 par seconde, ils viendront te voir et je pense qu'ils te rachètent. Et là, on verra. Là, on en discutera. Est-ce que tu vends ou pas, ou tu vends pas? Oui, alors, j'avais posé cette question. Et on pourra pas. J'ai fait une SIG sur les panneaux solaires là, et le problème c'est qu'on a un gros qui vient de s'inscrire et c'est le plus gros pourvoyeur de panneaux solaires. Donc en fait, je suis emmerdé dans la SIG parce qu'on a le plus gros fournisseur de solaire de la région. Et je peux pas lui dire non. Si tout le monde a voté pour. Oui, voilà. Après, ça veut dire qu'après c'est démocratique. Hein. Donc, si tout le monde accepte que Visa rentre dans nos statuts, moi j'ai rien à dire. Voilà. Mais vous voyez c'est que j'ai mal fait mon travail de communication en interne pour dire on veut pas cette personne. Mais je crois que pas que, puisqu'on touche vraiment à des déterminants profonds de l'action humaine, à savoir l'intérêt particulier, étroitement entendu, ou plus généralement entendu, qui amène un conflit de valeurs interne. L'expérience, ce qu'on appelait autrefois l'expérience morale, l'expérience éthique aujourd'hui, c'est d'une certaine manière c'est la même chose, renvoie aux capacités humaines de s'opposer à son propre intérêt. C'est pas nouveau ça, si vous voulez. C'est-à-dire que la théorie morale existe depuis l'Antiquité, avec des tas de cas. Par exemple, les romans de Dostoïevski sont nourris par ces cas. C'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui. Voilà. Donc, comptez sur les philosophes du site pour vous accueillir sur ces questions qui méritent observation, examen et débat, quoi. Qu'est-ce qu'il est avantageux de faire? C'est quoi l'intérêt? Moi qui vous parle, j'ai passé une partie de ma vie à définir les relations entre l'intérêt particulier. Moi, à ma mesure, je suis libéral. Je pense que l'intérêt privé est une chose intéressante pour dynamiser la société. Et l'intérêt général, qu'on définit toujours très mal en France. Parce qu'on est victime d'une sorte de fantasme rousseauiste. On en appelle à la volonté générale qui serait pure et impeccable. Essayons de reconstituer un intérêt général qui prenne en compte les intérêts particuliers et l'intérêt public. Ou les intérêts sociaux. Et je crois que là, on est sur des débats comme ça de construction de l'intérêt. Et une SIC, elle vit, elle débat, il y a des conflits de valeurs, je crois. Donc, c'est pas perdu. Michel. Merci. Michel Saison. Je suis très en accord avec ce qui se dit, notamment le bio, locavore, Haïti, surtout quand on sait qu'Internet est le premier consommateur d'énergie au monde, il me semble. Hein, donc, il y a forcément quelque chose à faire là-dessus. Au risque de jeter un autre pavé dans la mare et de pousser certains au suicide. Vous avez entendu parler de la Chine qui est en train de mettre en place un social credit system où ils sont en train de scanner tout le monde en fonction de leur comportement, ils gagnent des points et derrière, en fait, ils auront des rewards ou des punishments par rapport à ça. Donc c'est vraiment Big Brother watching you au niveau d'un pays. Donc je me dis où on va. Et je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez entendu parler de la déclaration de Montréal? Oui, bien sûr. Sur le développement responsable de l'intelligence artificielle? C'est peut-être une solution, ou une porte. Et je réponds parce que je travaille dans le projet de Cher. Il y a les deux philosophes qui sont sur ce projet, qui sont deux copains. Et du coup, on va essayer de faire un truc comme ça ici aussi. C'est-à-dire, il me semble très intéressant de construire avec vous, avec Inria, la chaire de l'informatique ou du numérique responsable. La déclaration, ça me semble intéressant, avec des usages qui seront des recommandations, des choses comme ça. On a des choses à faire dans la mesure où on ancre dans des sites où il y a une masse critique de gens qui se posent des questions, des problématiques qui sont mondiales. Je crois que c'est très intéressant. Alors juste un mot quand même. J'ai discuté avec des Chinois, moi. Ils ne sont pas contre. Voilà. Donc nous, ça nous semble Big Brother. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mes camarades. Tu veux, Patrick, dire quelque chose? Moi, je pense pas pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête de la culture chinoise. Et je pense effectivement qu'il
c'est une culture différente. Enfin, pour moi, c'est comme les Russes qui votent pour Poutine. Je ne sais pas quoi voilà. Mais en dehors de ça, des questions d'intérêt, quand même, je voulais dire, il y a, je pense, je trouve que ce qui se dit est extrêmement pessimiste. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec le pessimisme. Je trouve que la déclaration de Montréal est très bien. Le développement de l'IA responsable, c'est une excellente idée, mais c'est pas du tout pessimiste, c'est pas du tout de dire arrêtez d'utiliser vos ordinateurs et allez cultiver des tomates bio dans votre jardin. Ça n'a rien à voir. C'est une question de. C'est pas qu'il faut arrêter de le faire, c'est qu'il faut le faire mieux. Je pense il faut pas dire l'IA c'est mal. Peut-être qu'il faut le faire différemment et il faut le faire mieux, mais ça ne veut pas dire arrêter de le faire. Et la deuxième chose qui rejoint aussi un peu de la discussion qu'on avait sur les médias, c'est qu'il y a quand même une question d'éducation qui est assez primordiale et qui est très importante sur l'IA, c'est que une des raisons, un des points fondamentaux pour l'acceptabilité de quelque chose, c'est d'arriver à le comprendre. On a besoin d'éducation. L'IA, c'est arrivé assez vite. Je pense qu'on est peut-être un peu entre une communauté de gens qui déjà connaissent le mot IA et puis qui savent un peu de quoi il en ressort. C'est peut-être pas non plus le cas de la majorité de la population. Et il y a beaucoup de gens qui le subissent, peut-être sans arriver à le comprendre suffisamment. Il y a un enjeu d'éducation qui est extrêmement important. Et pour moi, c'est un peu la même chose que les médias. Les fake news. Entre nous, on pense qu'on sait tous reconnaître les fake news et pourtant, Donald Trump est élu sur base de fake news. Il y a quand même un besoin d'éducation d'une population générale, de la majorité de la population aux nouvelles technologies, qui, à mon avis, est un des enjeux très, très importants. Et je pense Enfin, je vois comme plus essentiel d'éduquer que d'arrêter en disant attention, c'est trop dangereux. Je te rejoins complètement là-dessus et je rajouterais même que c'est-à-dire que le numérique doit être appris en élémentaire, en primaire, avec un philosophe. Je vais rajouter ça. Pourquoi je dis ça ? C'est pour rejoindre le fait des fake news, etc. Je crois qu'on a une chance en France, c'est qu'on est un des rares pays, tu me corrigeras, où on étudie la philosophie. La philosophie, c'est critiquer un texte, dire est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Enfin, là, je suis sous contrôle. On est un des rares pays encore à avoir des cours de philosophie. Tu vas dans d'autres pays d'Europe, ça disparaît. Tu pars aux États-Unis, il n'y en a pas. Tu pars en Chine, il n'y en a pas. Donc il faut absolument, au-delà de mettre l'informatique ou le numérique chez les petits, il faut aussi mettre un philosophe dans les classes. Je sais que c'est un peu fou, mais moi j'y crois. Pour l'histoire de pouvoir critiquer, tiens, ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que je peux faire confiance à cette donnée, ou à ce que je dis comme article, etc. Quels sont les indices? Si on arrive à élever ça, et ben là effectivement on pourra être face à une utilisation du numérique beaucoup plus saine. Typiquement, quand nous, on présente le robot Poppy, ou quand je le présentais, il faut savoir que des gens me disaient « Ah, il va faire les devoirs » ou alors « Il va remplacer, il va faire le ménage », bon, ce qui est une connerie monumentale. Mais par contre, moi, je leur disais « Mais non, ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier la marche, comment on pourrait mieux opérer quelqu'un qui s'est fait mal à la cheville. Aussi, il faut savoir que dans les hôpitaux, on manque de personnel pour occuper les enfants. Le robot Poppy se permettait de remplacer un clown, de remplacer certaines infirmières qui n'ont pas le temps de passer du temps avec l'enfant. Les parents aussi n'ont pas forcément toute la journée pour passer avec l'enfant. Et ça m'amène à... donc il y a des robots à Bordeaux, Poppy, qui sont en place et qui fonctionnent pour remplacer, mais il y a aussi des robots chez les personnes âgées, et on s'aperçoit que ça fait du lien. C'est-à-dire que là, il y a une bonne utilisation, il y a un lien social avec le robot. Lorsque le kiné arrive chez la personne âgée qui a passé 1 heure avec un robot, elle est socialement, elle lui parle. Si vous n'avez pas ce robot, vous verrez que la personne ne parle pas au kiné ou au docteur. Elle ne lui parle pas du tout, la personne âgée ne lui parle pas du tout. Dès qu'elle a un robot et qu'elle s'amuse avec lui pendant 1 heure, au bout d'1 heure, le kiné rentre dans la salle, la personne lui répond. Donc il y a des bons usages et je crois qu'il faut vraiment éduquer les gens sur que l'informatique, le numérique, c'est un outil complémentaire qu'on doit être capable de maîtriser tout au long de sa vie. Comme le forgeron qui a survécu parce qu'il était capable d'adapter ses outils. Pareil, il était capable de maîtriser son outil et de le faire évoluer. Voilà. Vraiment, il faut faire ça, je pense.
Juste un petit point. Je pense que l'éducation, c'est très important pour lutter contre les fake news. Mais je pense les fake news, c'est un peu la préhistoire de la désinformation, là. On est dans plus loin maintenant. On voit l'exploitation de biais cognitifs pour rendre les ados addicts à Fortnite, si vous connaissez ce jeu, par exemple. Donc là, on n'est plus dans la lecture et dans la lecture critique d'un usage ou d'une information. Le numérique, peut-être, va nous envoyer des vraies informations, mais il va nous les envoyer à un moment tel où on est psychologiquement plus faible, au bon moment, ce qui fait que ça va nous influencer, même avec de la vraie nouvelle. Donc je pense que l'éducation, c'est très bien, il faut y aller encore plus, mais le numérique va nous faire passer à l'étape au-dessus, là, en termes de manipulation. Mais Fortnite est suivi par des HS, donc ça c'est votre faute. C'est plus l'informatique, donc qu'est-ce que vous faites? Bon, responsabilité partagée. Juste, avant de prendre la question suivante, moi j'ai envie de demander à la juriste ce qu'elle pense de tout ça. Merci. Là, actuellement, ce que je vois, c'est que oui, il y a beaucoup de chartes, de codes, de déclarations, de choses comme ça qui n'ont pas forcément une valeur légale, parce qu'en fait, on n'arrive pas à... Comme je parlais tout à l'heure, on a des zones grises et on ne sait pas encore légiférer. On a parlé aussi de nouvelles technologies. Alors quand je dis nouvelles technologies, on parle de blockchain, ça fait quand même un petit moment que ça existe, ou de crypto-monnaie. Il faut savoir que la blockchain ou les crypto-monnaies, les premiers textes législatifs français sont en train d'arriver en la matière, alors que ça fait 10 ans qu'on en parle de cette techno-là. Donc... Contributor License Agreement open source, que l'INRIA a un contributeur parce que j'étais avant dans une autre division open source de l'INRIA, et on a mis sur la blockchain, on est un des premiers, donc l'INRIA a le C là, le Contributor License Agreement, celui que tu as fait toi là, il est dans la blockchain, donc voilà, il sert pas à grand chose, mais il est dans la blockchain, donc on était... mais voilà, donc je pense que, enfin, si je parle en tant que pur juriste, on est sacrément en retard sur toutes ces questions-là. Et il y a des choses que le législateur doit, à mon avis, dans lequel il doit mettre son petit grain de sel. Et pour l'instant, c'est pas le cas parce que voilà, les technologies sont compliquées pour le législateur à appréhender, sont compliquées pour les juristes, et c'est pour ça que chez INRIA, c'est ça qui est intéressant, c'est que le juriste, il est en lien avec les chercheurs qui conduisent des recherches vraiment très innovantes. Mais moi, je pense que le législateur est un petit peu perdu face à tout ça. Voilà, c'est mon sentiment. Oui, Laurent Servenet, délégué au numérique éducatif, donc je représente le rectorat de l'Académie de Lyon aujourd'hui ici. Moi, je suis très sensible, évidemment, vous le devinerez, à ce qui vient de se dire autour des questions d'éducation. Et c'est effectivement au cœur des enjeux de l'éducation de nos jeunes sur les prochaines années. Ça a été pris en compte dans ce qu'on est en train de conduire en termes de réforme, et notamment sur l'enseignement de la seconde avec la création d'une heure et demie pour tous les élèves d'un nouvel enseignement autour des sciences du numérique et de la technologie. Et toute la question, tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, nous, sur la construction du contenu de ces enseignements, c'est de ne pas en rester à du codage, de ne pas en rester à, j'allais dire, de l'informatique pour l'informatique, mais bien comment on fait rentrer toutes les problématiques du numérique au cœur de ces heures d'apprentissage. C'est pour ça que le ministère a souhaité, que nous avons souhaité au niveau académique, créer des comités scientifiques du numérique au sein de l'éducation nationale avec l'apport de la recherche. Parce que l'idée, à un moment donné, c'est de se dire on n'a pas l'expertise que vous avez, on n'a pas la vision que vous, chercheurs, avez de là où vous êtes, et il est important qu'on se parle pour construire ensemble ces futurs usagers du numérique, parce que c'est bien la question des usages qui est au cœur. On parlait RGPD tout à l'heure. Au fond, RGPD ou pas RGPD, la question c'est, nous on a plein d'établissements qui nous disent est-ce que je peux utiliser tel ou tel outil. On disait, à part quelques très gros opérateurs, personne n'est vraiment au clair sur ce truc-là. La réponse qu'on leur fait, c'est, la question c'est pas est-ce que telle solution elle est RGPD compatible. La question c'est quels usages vous allez faire des données que vous allez collecter. Et là on a un vrai problème éducatif, c'est que ça oblige à réfléchir bien au-delà de l'aspect technique de la chose. Voilà, donc, sans être dans une question, mais moi je voudrais avoir ce témoignage-là aujourd'hui, de se dire on est tous sur cette dynamique-là. Vraiment,
J'apprends énormément de choses et j'entends énormément de choses très positives. Je crois que vraiment il faut qu'on travaille ensemble parce que c'est ce champ-là de l'éducation, à mon avis, qui va faire qu'on fera ce qui s'est fait avec le bio et qu'on évitera de tomber dans le travers où aujourd'hui le bio, c'est Carrefour, c'est Auchan qui s'y mettent et qui en font plein les rayons. Ça pose d'autres questions aussi parce que quand ils ont des intérêts financiers, y compris les majors, ils savent s'y mettre. Merci beaucoup. Très bien. Donc, nous terminons bien à 18h. Hein. Voilà. Donc, on va. Ouais. Donc, je voulais ça marche. Je voulais embrayer sur, revenir sur la question de l'éducation. Moi, pour le coup, je suis la béotienne et puis parent d'élèves et assez impliquée sur les questions quand même du numérique en éducation populaire au travers d'un petit Fab Lab qu'on a créé ici à Bivier. Et on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait, on est en contact aujourd'hui. On entend, moi j'entends la volonté d'aller vers cette éducation numérique, etc. Aujourd'hui, il y a une question clairement de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge, on va vers l'école de Bivier, c'est juste à côté, hein, en disant, voilà, nous, on peut vous apporter éventuellement un petit coup de main pour sensibiliser les enfants au numérique, robotique, programmation, et puis etc. Déjà, on sent qu'il n'y a pas d'intérêt des enseignants sur ce sujet. Ça vient en plus du reste et ils ne sont pas formés, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver du temps pour se former. Alors, j'ai cru comprendre que l'INRIA avait développé un MOOC sur ce sujet, donc je suis très contente, mais il va falloir en faire la publicité. Et je trouve que finalement, on a plein de bonnes intentions, mais ça avance pas assez vite, quoi. Et on a 10 ans de retard sur plein de choses. Comment on met vraiment les moyens pour aller beaucoup plus vite? À l'autre bout de la chaîne, on est au lycée du Grésivaudan. On passe notre temps à changer de prof en sciences de l'ingénieur. Ils s'en vont, ils reviennent. On a un vrai problème de maintien d'une compétence dans la durée. Donc, je témoigne aujourd'hui du fait que on a tous de très bonnes intentions, mais aujourd'hui, il y a des vraies problématiques de mise en œuvre sur le terrain. Et puis, alors, je voudrais aussi alerter sur un sujet concernant le numérique, mais ça, c'est ma marotte, et on l'a dit un petit peu au début. Nous, un de nos objectifs dans notre petit Fab Lab, c'est de faire venir les filles. Et aujourd'hui, il n'y a pas de femmes, pas de jeunes filles qui s'intéressent au sujet. Donc, comment aussi on apporte cette dimension féminine dans le débat? Parce que je pense que si demain, toute la partie, le numérique est mené uniquement par des hommes, et puis on risque de louper quand même deux, trois petites choses. Écoutez, merci pour ces points de vigilance. Et c'est vrai que ça reconduit aussi, pendant que le micro circule, moi je dirais que ça reconduit l'importance du politique, entendu comme capacité qu'ont les citoyens d'avoir conscience dans des associations, de se mobiliser et de faire pression éventuellement, au sens noble du terme, sur leurs élus. Voilà. Alors, encore une fois, je vais parler de l'expérience Poppy, puisque Didier Roy est un des spécialistes de Timio. L'INRIA a beaucoup travaillé avec le PFL pour l'organisation de kits pour les profs. Calliope peut prêter des robots, je sais. Nous aussi, INRIA, on peut prêter et venir. Je crois que vous le faites déjà. Mais on était en 2 jours de séminaire avec tous les gens qui adorent Timio en France, qui adorent les robots Poppy. Donc on était tous là. Il y avait une fille à côté de moi. Le mec la personne de l'EPFL dit voilà, on fait Mission to Mars, c'est une activité qu'on fait chaque année avec les élèves. Et le but, c'est que les élèves, soit ils programment, soit ils ne programment pas, mais ils emmènent des robots sur Mars. Le but, c'est d'emmener les robots sur Mars. Et on a remarqué que la plupart des équipes qui ont fait ça sont composées de garçons. Et j'ai la fille qui a pouffé à côté, qui dit c'est normal, c'est un garçon, monsieur, qui a écrit le texte, le projet pour un garçon. Et c'est pas une fille qui a écrit pour une fille. Donc là, il l'a interpellé, il lui a dit mais qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'aurais pas fait un Mission to Mars, mais un Mission to Universe, visiter l'univers, etc. Le soir, je suis retourné, 2 jours après, parce que j'étais à Bordeaux, je suis allé voir ma fille, qui aime beaucoup Timio, le petit robot, et je lui ai dit écoute, ça te dirait de faire Mission to Mars? Non, pas trop, machin, c'est papa, j'ai d'autres choses. Bon. Et là, j'ai appelé la collègue, j'ai dit explique-moi ce que tu m'as dit à côté. Ouais, alors tu vas lui faire une planète, machin, et elle devra traverser. Je vais la voir, on va faire tout l'univers. Ça te dirait de faire tout l'univers? Et là, elle me dit ah ouais, c'est une belle histoire, ça, je fais comment? Et elle est partie.
Voilà. Je pense qu'il faut absolument rechanger à la base, en élémentaire et en primaire, le système éducatif totalement. Complètement. Nous garçons, on est incapables. Je suis désolé, je voudrais vraiment que... Voilà, c'est tout. Donc, je suis en train d'installer le groupe de recherche sur le genre UGA en SHS. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut les fédérer. Monsieur. Oui, Philippe Simon à nouveau. Pour peut-être compléter les propos de Marie, très intéressant. Le cadre contractuel, il s'affine, il se peaufine un peu tous les jours. Clairement, l'objectif et l'application de la législation, c'est de donner un cadre qui intègre des composantes philosophiques, juridiques, sociétales, et qui permet donc de donner un cadre et éventuellement de sanctionner des dérives. Deuxième observation, on est dans un domaine qui devient extrêmement technique et pointu. Moi, j'ai été effectivement interloqué par le niveau de vos interventions sur des domaines que je n'avais même pas à l'esprit, ou du moins en petites graines, entre guillemets. Alors, le point, pour en venir au point, c'est que si effectivement dérive il doit y avoir, il faut les faire sanctionner devant un tribunal. Ça pose la question des tribunaux compétents. Ça va être un tribunal de droit US, une juridiction française, alors laquelle on va saisir au civil, au pénal, au commercial. Et la problématique souvent, pour avoir eu affaire à des problèmes de revendication de pays ou autres, pour matérialiser la preuve et faire des conclusions qui soient pertinentes devant les juridictions, on atteint des niveaux de complexité technique qui dépassent largement les juridictions. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait recours à de l'expertise judiciaire qui était très bien mise en image et en parole par le premier volet, mais on atteint des niveaux de complexité pour les magistrats qui ne sont pas formés aux nouvelles technos et qui souvent s'en remettent à l'avis d'un expert qui sera plus ou moins éloquent, qui emportera plus ou moins, puis l'avocat naturellement il cherchera un expert compétent qui soit suffisamment éloquent et probant pour emporter la conviction d'une juridiction. Donc là aussi, ça pose un peu, en termes sociétal, la sanction des dérives qu'il peut y avoir, sans parler effectivement des conflits de juridiction qui sont, je vous l'assure, pas faciles à régler. Alors dans la région, pour illustrer un peu le propos, pour tout ce qui est pays et autres, on dépend du tribunal de grande instance de Lyon qui a compétence exclusive pour toutes les problématiques pays et autres. Donc là aussi, la règle c'est bien, mais s'il n'y a pas de sanction, c'est comme que pour le code de la route, on passe le feu rouge, s'il n'y a pas de flic, on s'en fout, quoi. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut installer donc la proximité entre l'université et INRIA va permettre de le faire. Installer un séminaire de formation au niveau master, par exemple, pour que les étudiants en droit aient la bonne compétence technique. C'est exactement le même problème que les élus. C'est un des problèmes de la France. Les élus sont quand même largués en termes de culture scientifique et technique. Et on a du retard. Oui, bonsoir. Votre débat il renvoie à plein de questions et fondamentalement en fait derrière on retrouve en fait quelle société on veut, quelles valeurs on veut mettre en avant et qu'est-ce qui nous fait courir, qu'est-ce qui nous fait avancer. Depuis le départ j'avais une question pour Lucas qui est d'abord une question naïve. Qu'est-ce qu'une SIC et plus fondamentalement comment une entreprise peut-elle être une entreprise privée? Peut-elle être éthique? Sachant que, ayant fait des études de comptabilité et de gestion, tout ce qu'on m'a appris, moi, c'est à poser des calculs et des problèmes pour optimiser toujours du résultat. La question de l'éthique, on ne s'est jamais posé, fondamentalement. Donc, j'ai du mal... Comment une entreprise peut-elle être éthique? C'est effectivement une bonne question qu'il faut se poser dans notre société actuelle, avec nos valeurs actuelles, sachant que ce qui est mis en avant, c'est d'abord l'argent, et ça renvoie aussi à une autre chose, c'est est-ce qu'au nom de la libre entreprise, on peut laisser faire n'importe quoi? On peut laisser faire les dérives qu'on constate actuellement,
dont on parle. Mais si on répond non, qu'est-ce qu'on fait? Déjà à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Alors, la voie juridique en est une. Vous regrettiez du retard là-dessus, mais le domaine juridique ne peut jamais être en avance par rapport à l'évolution de la société. Il ne peut qu'être en retard. Ça, c'est un fait. Donc, bon, c'est une voie, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. C'est la question que je vous renvoie. Sans oublier celle de l'entreprise. Ouais. Du coup, ces enjeux d'éthique dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise de manière générale, effectivement, je pense qu'on est en train de se les poser aussi, quoi. Et sauf qu'on est en train on se pose des questions, on agit, on voit ce qui se passe, on voit si c'était vraiment éthique, et puis il y a plein de choses qui se créent, et puis on se dit en fait, fallait pas faire comme ça. Enfin, il y a une sorte de remise en question individuelle et constante qui se fait pour qu'on avance vers un objectif qui est qu'on fait du mal ou pas, ou est-ce qu'en tout cas c'est positif. Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que c'est positif notre action? Donc on est dans la démarche de construction encore. Donc je ne pourrais pas donner une réponse claire et nette. C'est déjà aussi fondamentalement en avant que le résultat de l'entreprise, de faire du résultat, ce n'est pas l'objectif premier. Tout dépend comment. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. On a compris l'intervention. Tout dépend comment le résultat est redistribué derrière. SIC, déjà, c'est Société collaborative d'intérêt collectif. Donc ça veut dire que la gouvernance, elle est collective. Donc tous les acteurs prennent des décisions. Un vote, une voix. Donc si une personne a 40%, elle votera pour un. Et intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on a tous une vision commune. Donc on va tous au même endroit. Voilà. Forcément, si on fait un chiffre d'affaires, par exemple pour répondre à l'éthique, ça va être, par exemple, c'est facile à dire parce qu'on n'est que deux, mais on peut se projeter avec toute une équipe et c'est réfléchir, est-ce que le bien-être au travail, est-ce que les employés sont bien au travail, et est-ce que les résultats que l'entreprise fait à la fin de l'exercice, est-ce qu'on ne pourrait pas le réinvestir pour améliorer encore mieux le travail, le bien-être au travail, ou trouver d'autres constructions de fonctionnement. Pourquoi pas arrêter ces 35 heures et puis diminuer, mettre en association pour ouvrir les esprits, pour faire en sorte de ramener ce côté, casser la barrière vie privée, vie publique. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut réimaginer aujourd'hui, et je pense que c'est nécessaire si j'ai pas la réponse de ce que c'est une entreprise éthique, c'est au moins d'essayer de construire vers là-bas. Enfin, c'est la destination en tout cas. Voilà. La ligne d'arrivée. Sur l'aspect de la loi, alors je suis d'accord avec vous, la loi ne peut pas être en avance. Moi, je constate juste que des fois, elle pourrait être un peu plus rapide dans la détermination de règles pour encadrer certaines innovations technologiques. Et j'ai un regret, donc on en a parlé, l'éducation. Actuellement, dans les masters de droit, bon, ça fait longtemps que j'ai quitté mon master, mais à aucun moment j'ai été confrontée à des personnes qui travaillent dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus. De la même manière, je pense que également dans la formation des chercheurs et des ingénieurs, il faut qu'il y ait des formations sur le droit et sur l'éthique. Donc au niveau de l'éthique, côté INRIA, c'est quelque chose qui est en train d'être fait parce que justement le code de recrutement, enfin le code de conduite pour un bon recrutement des chercheurs prévoit que chaque organisme forme à l'éthique ses chercheurs, parce que c'est quelque chose qui manque apparemment dans les différentes formations. Alors maintenant, c'est prévu dans les écoles doctorales. Et puis, moi, j'ai l'expérience de cours de droit que je donne au niveau de l'ENSIMAG depuis plusieurs années maintenant, mais c'est quelque chose qui devrait être développé de manière beaucoup plus importante. Je peux juste, pour réagir, moi, ça m'a fait penser à la décroissance. Et en tant que solutionniste technologiste déçu, je pose beaucoup de questions sur ce modèle d'affaires de décroissance et la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a basé une société sur la valeur qui est l'argent, la réussite sociale, l'argent, la réussite sociale,
l'argent, la réussite sociale. Et ça, les jeunes, ils l'ont oublié. Et nous-mêmes, on l'a oublié. Et on est complètement dans l'argent, la réussite sociale, etc. Je réfléchis à un modèle de décroissance et j'ai des amis qui commencent à dire je réduis plein de choses, etc. Mais bon, je sais pas. C'est le début d'une réflexion que j'ai. Je disais à Patrick, quand même, qu'est-ce qu'ils sont pessimistes tous. Mais... Bah, je sais pas. Alors, Je suis... ouais. tout ce qui se fait, voilà. Ah, c'est à vous. Alors, mon intervention est en lien complètement avec ce qui vient d'être dit. J'ai travaillé longtemps dans le privé et je trouve qu'en tant que manager, il y a des vrais dilemmes entre l'intérêt économique ou l'intérêt privé et l'intérêt sociétal, l'intérêt plus général. J'ai lu récemment un article sur notamment la voiture autonome où en fait l'algorithme à un moment devrait peut-être, dans un cas extrême, avoir à choisir entre la vie de passager ou la vie de piéton. Et finalement, on voit bien que l'intérêt sociétal est de sauver le maximum de vies, mais l'intérêt du particulier qui va lui acheter la voiture est de sauver sa propre vie. Et donc, potentiellement, il n'achèterait pas une voiture qui serait programmée pour choisir de le tuer. Et là, on voit bien que l'industriel qui donc va produire cette voiture-là a un intérêt pour une certaine programmation qui va contre l'intérêt sociétal. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'industrie, j'ai rencontré ce type de problématique. Et comment est-ce qu'un manager ou un décideur peut réfléchir de façon saine et sereine à ces problématiques-là? Enfin, c'est une question ouverte, mais ça me paraît être écoutez, moi, j'ai une offre à vous faire. Dans le cadre à l'université, il y a un programme ANR qui s'appelle Promising. Je fais partie de cette équipe qui a développé une école d'hiver de management de la créativité. C'est dans ce cadre qu'en mars, j'organise l'atelier éthique. Donc pour des managers en innovation ou toutes sortes de managers, parce qu'en fait, le fameux dilemme dont vous parlez, le fameux dilemme du véhicule autonome, c'est un dilemme lié à une éthique particulière qu'on appelle le conséquentialisme, qui a été inventé par des Oxfordiens qui, environ 40 ans avant d'être des philosophes analytiques, étaient des théologiens. C'est un dilemme pervers. Quelque solution vous choisissez, vous niez votre humanité. Je me tue à dire, moi je travaille beaucoup avec la communauté d'innovation Renault, je me tue à dire au Renault que c'est une question mal posée et qu'il faut reprendre les différentes éthiques pour reposer ce problème. Et les solutions sont très différentes dès lors qu'on a une éthique basée sur les vertus, une éthique basée sur des valeurs supérieures, bon, les droits de l'homme, des choses comme ça. Et donc il faut pluraliser les éthiques pour réintroduire un débat au sein des... Parce que l'enfer est bavé de bonnes intentions, en éthique aussi. Le fait qu'en bioéthique, le conséquentialisme domine, et s'opposant à l'autre grande éthique qui est l'éthique de la vie, l'éthique religieuse, eh bien fait qu'on a perdu de vue l'ensemble des options possibles qui permettent de pluraliser, d'inventer, trouver des solutions originales qui notamment lient ensemble, moi je suis très sensible au point que je vais souligner, l'éthique et le politique. Ce n'est pas le tout d'avoir des valeurs, il s'agit de les rendre opératoires et partagées. Voilà. Et les bonnes règles, elles sont elles-mêmes liées à des valeurs qui nécessairement, je crois, sont engagées par des conflits de valeurs. Et c'est normal, on n'a pas toutes les mêmes opinions et on ne poursuit pas tous les mêmes fins. Et une démocratie, c'est un espace où il y a une pluralité des fins possibles. Voilà. Donc, vous voyez, le travail est à faire. Et moi, on va s'arrêter là, si vous voulez bien, avant d'applaudir nos invités. Je terminerai en disant que pour moi, ce premier débat, si j'ai accepté de l'animer comme ça, en m'engageant aussi, puisque c'est aussi ce qu'on m'a demandé de faire, c'est parce que, je le répète, ici, sur le site grenoblois, dans le sillon alpin aussi, on a quand même une masse critique, non seulement de gens très compétents, chercheurs, dans des différentes disciplines, enseignants-chercheurs, mais aussi personnes de bonne volonté qui ont envie de transformer la société. Et vous voyez, il ne s'agit pas de rester entre sachants, mais d'associer les associations, de les faire participer, de créer des collectifs citoyens autour des questions sociétales parce qu'elles concernent tout le monde. Voilà, donc moi je terminerai là-dessus en remerciant mes invités qui ont été à la hauteur du questionnement que je leur ai fait subir. Merci beaucoup.